Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, je ne vais peut-être pas commencer sur le débat lancé par Pascal Lamy il y a 1 minute. On va d'abord écouter le commissaire à l'agriculture, Dacian Ciolos, et vous réagirez ensuite à ses propos. Pascal Boniface, je voulais commencer par vous, spécialiste de la géopolitique. Alors c'est vrai qu'on a entendu Pascal Lamy qui voulait ouvrir le débat en disant qu'il y a de l'économie dans le politique, tout n'est pas géopolitique. Mais comment pourriez-vous décrire aujourd'hui le marché des céréales du point de vue de la géopolitique ? De toute façon, la géopolitique, ça englobe tout. C'est un peu d'histoire, de sciences politiques, d'économie. Et donc, on peut dire que globalement, tout ce qui se rapporte aux relations internationales et géopolitiques, et donc l'économie n'est pas séparée de la géopolitique. Elle en fait partie. Effectivement, sur le marché des céréales, et Pascal Lamy en a parlé lui-même tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un marché qui va exploser pour 2 raisons qui se cumulent. Augmentation de la population mondiale, on va passer de 7 à 9 milliards d'habitants d'ici 2050, et urbanisation. La mondialisation, qui est souvent critiquée, a quand même permis à plusieurs centaines de millions de personnes dans les pays émergents de sortir de la misère et donc de devenir des consommateurs. Entre le nombre d'habitants supplémentaires sur la planète, le nombre d'habitants capables de consommer et n'étant plus uniquement dans une économie de subsistance, et puis, dernier facteur, l'urbanisation, qui va transformer les modes alimentaires. On sait très bien que les modes alimentaires des personnes urbanisées est différent de ceux qui vivent à la campagne. Et donc tout ceci, ces 3 facteurs cumulés, donnent des perspectives extrêmement souriantes, extrêmement grandes pour les marchés à l'exportation. On a souligné, Pascal Lamy l'a souligné, l'importance de l'agriculture française et de la filière céréale dans la balance commerciale. Les bonnes nouvelles ne sont pas si nombreuses que cela. Est-ce que le label France est à la cote aujourd'hui ? Oui, très nettement, et notamment dans tout ce qui concerne c'est une très bonne image. Et notamment dans ce secteur-là, parce qu'il y a le label de la qualité, le label du terroir, le label du clocher qui fait vivre et qui fait rêver. Et donc, peut-être dans certains secteurs, ce n'est pas toujours aussi vendeur, mais dans ce qui est l'agroalimentaire, dans ce qui est le luxe, dans ce qui est les traditions françaises, c'est un plus. Si vous mettez le label France sur un produit alimentaire à l'exportation, il a déjà un avantage compétitif sur ses concurrents. Alain Le Floch, alors vous dirigez Vivescia, l'un des principaux groupes coopératifs agricoles français. Comment justement l'offre de céréales françaises s'est-elle adaptée à ce nouveau contexte international mondialisé, beaucoup plus compétitif ? Nous, en ce qui nous concerne, notre modèle est essentiellement un modèle de production agricole en Champagne-Ardenne et de transformation de ces céréales en produits semi-ouvrés ou en produits finis. Donc face à toute cette transformation, on a, au cours de ces dernières années, continué d'investir extrêmement fort dans la transformation, dans nos filières de transformation d'orge en malt. Nous sommes un des tout premiers malteurs mondiaux. Également, nous avons investi et nous continuons à investir lourdement dans la partie farine et dans la partie boulangerie et pain et viennoiserie surgelée. Et cet dernier exemple est un exemple important puisqu'il correspond tout à fait à l'urbanisation forte que l'on voit se développer dans les grandes régions du monde avec l'émergence de ces grandes métropoles. Et nous sommes présents dans ces pays avec des boutiques de boulangerie adaptées à l'offre de ces marchés. Justement, le commissaire à l'agriculture dit qu'il faut mettre en place une stratégie des filières. Vous êtes d'accord avec ça ? Non seulement je suis d'accord, mais je suis absolument convaincu. C'est-à-dire que la France, et on l'a dit depuis ce début d'après-midi, la France dispose d'un atout majeur qui est son pédoclimat, ses sols, qui lui permettent, par rapport à d'autres grandes régions productrices du monde, d'avoir une meilleure prédictibilité de sa production agricole. Et à partir de là, c'est un atout stratégique dont il faut avoir conscience. Et cet atout stratégique, soit on le donne, soit on le valorise. Et je trouve qu'avoir un amont de filière, donc la production agricole, c'est-à-dire le début de toute filière, forte, robuste, prédictible, est un atout très fort pour appuyer des filières de transformation, pour avoir plus de valeur ajoutée et conserver cette valeur ajoutée au niveau du territoire, au niveau de la nation. Ça me paraît être absolument stratégique pour le pays. Jean-Philippe Everling, alors vous êtes un spécialiste de l'exportation. La France doit-elle finalement être plus agressive aujourd'hui compte tenu de la compétition, de la concurrence actuelle ? Plus agressive, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à maintenir nos places, notre position. On verra tout à l'heure avec Youssef s'il nous paye quand même une paire d'euros en plus pour le label France de M. Boniface, mais bon, il n'y est pas encore. Mais plus de 50% des céréales aujourd'hui, des céréales françaises,
sont exportés, que ce soit sur pays tiers, soit sur la communauté européenne. C'est aujourd'hui le seul marché en croissance. Et c'est effectivement une vraie chance pour la filière française, pour les producteurs français, d'avoir ce marché export en face de nous. En plus, c'est un marché de proximité. Mais quand on parle d'exportation sur le blé, et tout à l'heure, M. Lamy l'a évoqué, on exporte avant tout des céréales destinées à la consommation humaine. Et donc, on a besoin, si ce n'est en tout cas dans la belle France, en tout cas d'une qualité. Et là, on peut effectivement souligner le plan protéines qui, finalement, a vu le jour récemment, puisque c'est une nécessité, effectivement, pour l'agriculture et pour la céréaliculture française, de produire des céréales qui vont en face de la demande de nos clients, comme par exemple que représente aujourd'hui Youssef pour le Maroc. Nos clients en blé, ce sont des clients meuniers. Même si on vend à des États, tout le monde entend parler des appels d'offres du GASC, de l'Office d'État algérien, etc. Il n'en reste pas moins qu'en face de ça, on a des meuniers, et des meuniers qui sont aussi exigeants que les meuniers français. C'est exactement les mêmes préoccupations, les mêmes besoins. Il faut être excessivement vigilant sur ce que l'on produit parce qu'on le verra tout à l'heure, on a des concurrents qui sont de plus en plus agressifs. Donc il faut être agressif, hein, vous le dites. Youssef Ben Osman, alors vous êtes président de la Fédération marocaine des négociants en céréales et légumineuses. Alors vous, justement, qu'attend le Maroc de la France ? Vous êtes d'accord avec ce label France décrit par Pascal Boniface ? Je pense que oui, en tout cas en ce qui concerne le Maroc, parce qu'au Maroc, la boulangerie utilise, je dirais, nous faisons un pain type français, donc type baguette française. La France est le plus gros exportateur de blé au Maroc. Ça dépend des années. Le Maroc importe 2,5 millions à 3 millions de tonnes par an. On peut dire que grosso modo, au minimum 50% vient de la France, parfois jusqu'à 70-80%. Tout dépend de la compétitivité, des qualités qui sont produites dans les régions du monde. Les céréales, c'est des produits spéciaux dans le sens où il n'y a pas une régularité dans le temps, ni du prix, ni de la qualité, parce que ça dépend de la météo, ça dépend de plein de facteurs qui sont exogènes. Donc il n'y a pas une régularité. C'est pour ça que le flux des marchandises évolue d'une année sur l'autre. En ce qui concerne le Maroc, je disais donc au Maroc, on apprécie la qualité du blé français parce que nous faisons un pain type français. Donc la baguette au Maroc s'appelle d'ailleurs la parisienne, c'est pas pour rien. Et le pain marocain, c'est le pain français. Plus ou moins, la forme n'est pas la même, mais c'est exactement le même type. Donc nous apprécions la qualité des blés français. Nous apprécions aussi la proximité géographique de la France, parce que ça nous fait comme des avantages de fret non négligeables. C'est 7 à 8 dollars la tonne, c'est comme pas grand-chose. Nous apprécions aussi le sérieux des partenaires ou des gens avec lesquels nous travaillons. C'est quand même la filière, connaît bien le Maroc, nous connaissons bien les opérateurs ici. Nous échangeons beaucoup d'informations, ils sont conscients et au courant de la problématique du Maroc, et nous sommes conscients et au courant de ce qui se passe du point de vue météo, du point de vue géographie, du point de vue logistique en France. Et donc tout ça fait qu'il y a vraiment un partenariat entre les deux opérateurs, entre le Maroc et la France, et tout se passe bien d'une manière générale. Et on paye les 2 euros souvent. On les paye. Parce que, le sérieux, le fait, attendez, nous sommes à 5 jours de mer. Ça vaut de l'argent. Lorsque vous travaillez avec un opérateur, vous savez que lorsque vous achetez une qualité, cette qualité, elle arrivera. C'est celle-là, c'est pas une autre. On n'achète pas du papier, on achète des céréales. C'est destiné à la meunerie, c'est destiné à nourrir des gens. C'est très très important. Donc nous payons, nous sommes prêts à payer 1 euro, 2 euros. On ne paiera pas 5 ni 10, bien sûr, malheureusement. C'est pas possible, c'est pas dans nos marges. Non, c'est une question de marge aussi. La céréaliculture, les marges ne sont pas énormes. Donc nous payons ça et nous apprécions les relations avec les partenaires européens et français. Alors, sur la qualité, Jean-Philippe Everling, est-ce qu'il y a un effort à faire encore pour la France ? Pardon, excusez-moi. Non, mais la qualité, effectivement, on a en face de nous des concurrents. Notre vraie concurrence aujourd'hui, elle vient de la mer Noire, qu'elle soit communautaire ou pays tiers. Nos amis marocains, ils ont goûté à 500 000 tonnes de blé ukrainien il y a 2 ans. Hein, qui essaye l'ukrainien, il revient. Ça peut être aussi vrai pour d'autres choses. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Parce qu'effectivement, on a en face de nous des concurrents qui font des progrès logistiques, des progrès au niveau de la qualité. Et je dis, on a en face de nous des gens qui sont très performants. Pour être clair, quand on a des clients comme des clients marocains,
On a du mal à leur faire visiter nos moulins en France parce qu'ils ont des équipements qui sont beaucoup plus modernes que les nôtres, qui sont vachement efficaces. Donc, ce sont des gens, il ne faut pas croire, c'est fini le temps d'il y a 20 ans où l'exportation, entre nous, on peut le dire, c'était la poubelle, c'était des Russes, des Chinois, c'était Douming, on s'arrangeait comme on voulait. Non, c'est fini. On a en face de nous, in fine, des clients privés exigeants et des concurrents qui sont de plus en plus performants. Donc, on ne peut pas rester assis. Et d'ailleurs, la vieille dame qui est la GPB le sait bien, puisque tous les ans, essaye de faire des progrès. Et la participation et le moteur dans le plan protéines en est un exemple. Alors on va voir justement que face à ces nouveaux défis, eh bien, vous, les céréaliers, vous avez tout de même fait évoluer vos pratiques. Je vous propose d'en écouter quelques-uns et on réagit ensuite. Alain Le Floch, alors votre coopérative, c'est quoi, 14 000 adhérents, 3 000 salariés à peu près? Je veux dire, c'est pas tout à fait. C'est un peu plus de 10 000 adhérents et 8 500 salariés. Oui, donc c'est tout de même une force économique importante. Alors comment vous voyez justement ces évolutions, l'évolution de ces comportements de céréaliers? Certains prennent plus de risques sur les prix, d'autres moins. Comment la coopérative s'est-elle adaptée finalement à ces changements de comportement? Je pense que déjà, être agriculteur, c'est être entrepreneur, c'est une attitude individuelle, qu'on soit coopérateur ou pas. On est quand même chef de son exploitation, donc sa stratégie reste, l'appartenance, le choix de la stratégie reste local. Simplement, nous, la réponse à cela, elle est multiple. C'est d'abord, au niveau du groupe Uvessia, c'est un portefeuille d'activités extrêmement diversifié, la malterie, la meunerie, le glucose, l'agriculture, etc., qui fait qu'on tamponne le risque. On travaille sur plusieurs espèces, du maïs, de l'orge, du blé. Donc on tamponne, on foisonne énormément les risques de marché. Le deuxième élément de réponse, c'est les outils de commercialisation. Nous avons développé au cours de ces dernières années des offres extrêmement variées pour permettre aux agriculteurs de commercialiser leurs grains et de le faire facilement. Nous avons mis en place une plateforme Internet, la Bourse aux céréales, qui leur permet de commercialiser en tout état de connaissance du marché lorsqu'ils souhaitent les volumes qu'ils souhaitent mettre sur le marché. Et puis, c'est également une gouvernance de risque, c'est-à-dire que nous avons mis en place une infrastructure de gouvernance de nos risques avec des outils adaptés que je pense être extrêmement performante, avec un seul objectif, qui est que le prix moyen, le prix de campagne, soit de façon régulière extrêmement performant, puisque c'est la meilleure façon de réduire le risque des agriculteurs et la meilleure façon de leur garantir un bon revenu. Donc notre objectif à nous, il est vraiment celui-ci, et on rêve, alors il faut avoir des utopies dans la vie, que tous nos agriculteurs progressivement reviennent en prix de campagne du fait de la performance de cette commercialisation. Ce qu'il faut comprendre, derrière, c'est que, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est on ne peut pas s'improviser trader, c'est pas possible, parce que ça renvoie à des connaissances de marché, ça renvoie à des modèles mathématiques, ça renvoie à des techniques, et ça renvoie à une disponibilité intellectuelle encadrée dans des contraintes qui s'appellent une gouvernance de risque. Donc, on peut faire des coups individuellement. On parle rarement des mauvais coups, ils existent aussi, hein, mais un individu n'en parle rarement, et bon. On connaît ça, c'est psychologique. Donc je pense que c'est la mission d'organismes comme les nôtres d'organiser ce risque et de proposer aux agriculteurs des outils extrêmement performants et transparents de commercialisation. Des outils performants face à la volatilité des prix, hein, c'est tout à fait. Ce que vous voulez dire. Mais la volatilité, c'est le pire des ennemis quand c'est pas géré, c'est le meilleur des amis quand c'est bien géré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la volatilité, elle est aussi synonyme de demande. Donc on peut rêver d'un monde sans volatilité. Je crains que ce monde sans volatilité soit un monde sans demande. Donc tout n'est pas négatif dans la volatilité des prix. Jean-Philippe Éverly, que pensez-vous de ces changements de comportement de céréaliers? Est-ce qu'ils sont importants pour l'export, justement? Tout d'abord, effectivement, je peux qu'adhérer à tout ce que vient de dire M. Le Floch. C'est excessivement important. Construire un prix moyen, gérer un prix, c'est un vrai métier. Et on peut remarquer souvent que dans la plupart des organismes stockeurs où sont mis en place des règles de gestion précises et une gouvernance des risques, le prix moyen qui est assuré par la coopérative est bien souvent supérieur à la moyenne des prix fermes faits par les agriculteurs. Donc c'est important parce qu'on ne peut pas jouer effectivement avec le revenu des agriculteurs. Mais par contre, ce qui est très important aussi, c'est qu'un marché, il faut l'approvisionner. Je disais tout à l'heure, nos clients, ce sont in fine de toute façon des industriels. Et un industriel, quand il achète, c'est qu'il a besoin de marchandises. Il n'achète pas du papier.
il achète du blé. Et quand il achète, il faut le fournir. Quand on a des acheteurs de proximité qui sont en demande, comme sont nos clients du Maghreb, comme sont éventuellement nos clients d'Europe du Sud, on doit les fournir, on doit être présent sur le marché. Et ça, c'est très important. Les fournir, c'est deux choses. C'est effectivement mettre la marchandise sur le marché, et le prix moyen est d'ailleurs une réponse à cela. Et deuxièmement, c'est la logistique. Parce qu'un point énorme qui n'a pas, à mon avis, été suffisamment évoqué, c'est la logistique. La France a une excellente logistique. Certes, on n'a pas des tuyaux logistiques qui sont extensibles à merci, mais par rapport à d'autres pays, et je prendrai l'exemple du Canada cette année, le Canada, il fait une récolte record, mais il n'a pas les moyens d'exporter et de sortir sa marchandise. Donc produire plus, oui, produire mieux, bien sûr, mais encore faut-il avoir les infrastructures pour pouvoir sortir et exporter la marchandise vers les pays de destination qui en ont besoin. Donc en France, on a tout ce qu'il faut, on l'a bien dit, la pédoclimatique, on a tout. La logistique, elle est bien. Simplement, il faut pouvoir alimenter cette supply chain tout au long de l'année. Et il faut donc que les producteurs, à travers leur système de mise en marché, aident toute la filière à alimenter le marché. Pour mieux occuper le terrain, en fait. Pour mieux occuper le terrain. Et vous savez, nos acheteurs, ils ne repassent pas les pas deux fois. Hein. Une fois qu'ils n'ont pas trouvé de blé français, ils vont prendre du blé roumain. Eh ben, ils sont servis pour le mois de septembre. Après, on passe au mois d'octobre, etc. Et si on a tout à commercialiser entre janvier et juin, là, on n'y arrivera pas. Il faut effectivement pérenniser et fidéliser nos clients. Et pour ça, il faut être près d'eux. Pascal Boniface, vous voulez peut-être réagir sur justement ces modifications de comportement des céréaliers? Oui, et surtout sur ce qu'a dit sur les infrastructures. C'est un atout dans tous les comparatifs internationaux. La qualité des infrastructures françaises sur les transports, sur la logistique est vraiment un atout remarquable et par rapport à nos concurrents. Donc c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup. Et effectivement, je crois qu'on a avec justesse souligné l'aspect qualité. Parce que la qualité, c'est la fiabilité, c'est le fait que les gens vont revenir. Et donc là aussi, on voit bien dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine agricole, mais le domaine agricole n'est pas à l'écart de cela, c'est la fiabilité. Et donc la fiabilité, elle passe par la qualité, pour que les gens fassent confiance et reviennent vers le producteur auquel ils ont fait confiance. C'est vrai, excusez-moi, c'est un peu compliqué de parler de fiabilité de logistique aujourd'hui après un énième jour de grève SNCF. Bon. Mais bon, globalement, c'est quand même pas si mal. Point que je voulais quand même souligner, c'est que toute cette logistique, elle coûte cher. À la différence de nos concurrents de la mer Noire ou même du Canada, nous, on est à l'os sur la logistique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à gagner sur la supply chain. On est déjà excessivement bas. Donc, il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, cette logistique, il faut l'entretenir. Et ces infrastructures, il faut en reconstruire. Et pour ça, il faut effectivement avoir les moyens de le faire. Il faut pouvoir investir là-dedans. Et ce sont quand même des investissements qui sont excessivement coûteux. Investissement public ? Ça peut être une des solutions, mais en tout cas, il faut effectivement que nous soyons aidés. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec M. Boniface, c'est que les pouvoirs publics, en tout cas, nous aident un peu plus qu'ils nous font et arrêtent de nous mettre parfois des bâtons dans les roues. Alors justement, avant de parler des pouvoirs publics, on va essayer de mieux comprendre ce qu'attendent nos pays traditionnellement clients. On va faire un petit voyage au Maroc. Je vous propose de regarder ce reportage. Le Maroc, donc vous le savez, est un pays traditionnellement importateur de blé. Et je vous propose de le regarder et on réagit ensuite. Pardon. Steve Ben Ousmane, on voit bien que la filière céréalière marocaine s'est vraiment structurée, modernisée. Et puis on voit bien surtout qu'on n'est plus tout seul. Hein. Il est vrai que la filière céréalière a complètement changé. Donc il ne faut pas oublier que tout était sous le contrôle de l'État jusqu'en 1996. Et en 1996, il y a eu la libéralisation. Et l'État nous a dit démerdez-vous. Et donc du jour au lendemain, on se retrouve tout seul, sans aucun support. Et donc l'industrie s'est prise, a pris ça sans... C'est bien votre micro. Pardon. Donc les gens n'avaient pas d'autre choix que prendre leur destin entre leurs mains et de faire ce qu'il fallait faire. Donc l'industrie du ménage général a vachement changé. Le nombre d'opérateurs malheureusement est encore trop grand, mais il y a une déconcentration. Au niveau technologique, les moulins qui existent actuellement, comme les usines d'aliments de bétail, sont vraiment aux normes internationales, aussi bonnes que ce qu'il y a en Europe, aux États-Unis ou dans le monde.
Et comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien, donc je dirais c'est une industrie qui est très compétitive. Qui a fait un vrai effort, en tout cas, sur ces qui dernières années. Qui a fait un vrai effort, qui n'avait pas d'autre choix que de faire des efforts, parce qu'il n'y a rien, absolument rien, aucune protection d'aucune sorte. Donc les gens ont appris le métier, ont formé le personnel, ont formé les dirigeants, et ce qui fait que c'est une industrie absolument ouverte sur le monde, sans aucune protection et très compétitive. Donc notre ami Jean-Philippe a dit qu'on ne paye pas le prix qu'il faut. C'est pas vrai. Chaque tonne, chaque qualité a un prix. Et les gens savent qu'une telle qualité ou telle proximité ou telle taille, elle vaut 1, 2, 3 ou ne les vaut pas. Alors quel prix vaut le blé exotique, comme on l'appelle, si j'ai bien compris? Je ne pense pas qu'il y ait actuellement des prix exotiques. Dans le temps, effectivement, les gens achetaient du blé français parce que c'était plus facile, c'était en face, la logistique était facile, c'était le gouvernement qui achetait, les gens ne cherchaient pas la performance. Maintenant, les gens cherchent la performance, donc regardent toutes les origines qui existent sur le marché, examinent leur qualité, leur prix, et font les comparaisons, font leurs calculs. Donc il n'y a plus d'origine exotique. Il y a du blé canadien, du blé polonais également, allemand, russe. Le blé français est et restera pour longtemps le blé de référence au Maroc, parce qu'il répond parfaitement aux besoins de la minoterie au Maroc. Ça, c'est un fait, il ne changera pas, à condition bien sûr que le prix reste abordable par rapport aux autres origines. Et c'est ça la problématique, rien d'autre. Sinon, c'est un blé parfait pour nous, ce qu'on fait, pour le pain qu'on fait. Il est vrai qu'on a besoin de mélanger avec des blés de protéines, mais dans des proportions relativement faibles. Il ne faut pas imaginer qu'on va importer que du blé allemand ou que du blé canadien, c'est pas vrai. On achètera toujours beaucoup de blé français. Pascal Boniface, lorsqu'on parle de diplomatie économique, est-ce que finalement les céréales en font partie? Est-ce que les pouvoirs publics pourraient avoir un rôle pour développer les relations justement commerciales entre le Maroc et la France? Bien sûr, c'est ce qui est fait. D'ailleurs, la qualité des relations politiques entre nos deux pays est excellente. Ça contribue aussi à ce bon climat. Il y a quand même dans les relations bilatérales rarement autant d'entente entre la France et le Maroc qu'avec d'autres pays. Par ailleurs, la modernisation du pays qui est visible à l'œil nu, à chaque fois qu'on va au Maroc, on voit que, sans même parler de ce qui se passe à Tanger, mais bon, puis le TGV qui va arriver, on voit que ce pays se développe et que donc c'est un marché qui va effectivement grossir. Et effectivement, la diplomatie économique a été remise au goût du jour par Laurent Fabius, mais qui existait déjà, un peu comme la prose de M. Jourdain, que l'on faisait peut-être sans la qualifier, sans en parler, c'est de simplement réaliser que si notre pays perd des parts de marché, il va perdre également de sa puissance géopolitique. Et là, on revient un peu sur les propos de Pascal Lamy tout à l'heure. Un pays ne peut pas être une grande puissance si son économie se délite et s'il n'est plus rayonnant à l'extérieur. Donc la diplomatie économique, c'est simplement donner à la France les moyens de continuer à peser sur les cours des choses. Elle ne peut pas le faire si elle n'a pas un solide bilan exportateur, et les céréales sont, dans un marché concurrentiel de plus en plus vif, un atout essentiel pour la France comme arme diplomatique. Jean-Philippe Everling, Alain Le Floch, pardon. Votre coopérative, c'est donc, on l'a dit, 14 000. Est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics, qu'ils accompagnent mieux votre filière? Bonne question. Nous, ce qu'on attend, vous savez, nous sommes une coopérative. Donc, dans une coopérative, il y a une règle d'or qui est un homme, une voix. Dans une démocratie, c'est comme ça aussi, un homme, une voix. Dans une coopérative, il y a des valeurs. Dans ces valeurs, il y en a une qui est s'inscrire dans la durée et l'autre qui est respecter ses engagements. Ben, nous, on n'attend rien de plus que cela de nos États, et je pense particulièrement à la filière biocarburant lorsque je parle de cela. Par ailleurs, nous sommes pleinement conscients que la réglementation est nécessaire dans bien des domaines, que nous sommes parfaitement conscients également que la réglementation, c'est un outil de compétition, puisque ça permet une forme de sélection naturelle entre les entreprises qui savent s'adapter et celles qui ne savent pas, donc on vit ça plutôt positivement. Simplement, je pense que la réglementation, elle ne doit pas être vue en valeur absolue uniquement, mais elle doit être vue aussi en valeur relative. Nous sommes dans un monde où les marchés sont mondiaux, européens, internationaux, et construire des réglementations qui n'ont qu'une valeur domestique, c'est détruire de la valeur ajoutée pour le pays. Donc moi, je milite beaucoup pour de la réglementation en valeur relative et non pas en valeur absolue. Comme parfois, ça arrive, pas toujours, mais parfois. Ça veut dire de la régulation ? Ça peut vouloir dire de la régulation, mais ça peut vouloir dire surtout la mise en place, et je pense par exemple à tout ce qui est l'agriculture durable, écologique, etc. C'est-à-dire qu'il y ait des règles, je crois que tout le monde en est conscient, et c'est un besoin du citoyen, un besoin réel.
Simplement, il faut que ces règles, et c'est tout l'art, soient mises en place sans ignorer la compétition relative avec d'autres États, d'autres pays qui fournissent les mêmes clients, les marchés, mais qui jouent avec des règles sensiblement différentes. Et au bout du compte, vous savez, c'est comme un rendement. Hein. Le rendement du premier étage multiplié par le rendement du deuxième étage, par le rendement du troisième étage, à la fin, ça ne fait pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et affirmer des politiques, c'est nécessaire. Les affirmer de façon relative à l'environnement de marché, c'est absolument indispensable. Et vouloir faire trop de règles contraignantes, les entreprises sont citoyennes, donc elles s'adaptent à ces règles, elles investissent, elles font les efforts d'organisation pour, mais à un moment donné, la contrainte est tellement forte qu'elles perdent de la compétitivité. Et perdre de la compétitivité, c'est tout un écosystème qui disparaît. Parce qu'en agriculture, et notamment en agriculture territoriale comme on le pratique en France, le fait d'avoir de l'agriculture génère des usines sur le territoire. Ces usines génèrent des revenus à travers les produits qu'elles vendent, mais elles génèrent également des coproduits, que ce soit la biomasse pour l'agriculture ou les coproduits pour les usines de transformation. Et ces coproduits sont eux-mêmes régénérés pour faire de la valeur ajoutée. Donc il faut être conscient que ce sont des macrosystèmes, et ce qui rend difficile l'art d'ailleurs de la réglementation et de la régulation. Voilà, donc moi je milite beaucoup pour une prise en compte de la compétitivité à l'échelle internationale et pas uniquement en valeur absolue. Se battre avec les armes des autres, avec un niveau d'exigence sur le progrès, bien évidemment. Jean-Philippe Eberling, vous peut-être réagir. La règle peut-elle être contre-productive en matière d'exportation? Alors, comme on travaille sur plusieurs pays, on peut dire, mais c'est vrai souvent qu'en France, on lave plus blanc que blanc. Hein. Dès qu'il y a un truc pour nous embêter, on y a le droit. Et effectivement, les concurrents, nos concurrents, les autres origines, en général, n'ont pas les mêmes entraves que nous pouvons avoir. Mais par contre, je n'ai pas été convaincu par la réponse de M. Boniface, ou peut-être qu'il n'avait pas bien compris votre question, pour savoir si effectivement on était, si les céréales, ça avait une importance en France géopolitique. Je pense que ça en a une, mais nous qui sommes sur le terrain au quotidien, on n'a pas le sentiment que nos hommes politiques en soient conscients, en tout cas, ils ne nous le démontrent pas d'une manière fusionnelle, quoi. Alors, on avait beaucoup d'espoir avec le commerce extérieur qui passait sous le ministère des Affaires étrangères. C'était intelligent. Bon, pour l'instant, certainement que ça se mette en place, mais bon, pas encore. Hein. Parce que vous les avez hommes politiques... Là. Non, du tout, au contraire, hein, plein d'attentes. Vous savez, nos hommes politiques, des fois, je pense que les céréales, pour être clair, ça les fait pas, comment on dit, voilà, ça ne fait pas briller les yeux. D'ailleurs, nous, au SYNACOMEX, au syndicat des exportateurs, pour les aider un peu, on leur a dit, vous savez, on leur dit pas on vend tant de millions de tonnes de céréales, parce que des tonnes, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des fois même des mini-agriculteurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un hectare. Donc des tonnes, c'est moyen. Des euros, bon. Donc on leur dit, voilà, on vend 100 Airbus à 320 par an. Parce que ça, des Airbus, les Airbus, on vend des Airbus, ça c'est bien, vous passez à France Info, vous passez à votre journal, non mais c'est magnifique, quoi. On vend des tonnes de céréales, alors là, franchement, ça fait vraiment bouseux, quoi. Hein. Alors que pourquoi, quand même... Pourquoi Jean-Philippe Eberling délaisse-t-il la filière? Non, mais je ne suis pas injuste, je suis sur le terrain tous les jours, je vais à l'étranger et je me rends compte effectivement de la façon dont on est peu accompagné par les hommes politiques, dont on les entend peu parler effectivement de l'exportation de céréales. Il y a plusieurs facteurs à ça. D'une part, c'est une vente régulière. Les Airbus, c'est des coûts exceptionnels, c'est des gros contrats, alors que les ventes régulières, c'est différent. Par ailleurs, c'est vrai que vous n'êtes pas dans un secteur où l'État a un rôle plus important. D'une part, vous vous débrouillez tout seul, et d'autre part, vos clients sont plutôt des privés. Ce n'est pas l'État qui va acheter des tonnes de céréales, et donc vous ne vous adressez pas, ce n'est pas des contrats d'État à État, comme quand vous vendez des Airbus ou des centrales nucléaires, et là, parce que c'est effectivement plus gros. Et sinon, quand même, je pense que aussi bien pour... on reproche parfois aux hommes politiques l'inverse, donc tout dépend où on se place. Et moi, j'entends souvent, dans d'autres milieux, dire que les hommes politiques sont trop sensibles aux intérêts agricoles, aux intérêts céréaliers, protection de la politique agricole commune, le cycle de Doha sur le commerce, etc. Et donc, je pense quand même que, droite et gauche mélangées d'ailleurs, nos gouvernants sont quand même conscients. Alors, est-ce que ça ne leur fait pas plisser les yeux? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont conscience de ces réalités et dans leur action, en tous les cas, si ce n'est peut-être dans leur parole. Alors, vous avez raison, il n'y a pas que d'amour, il y a que des preuves d'amour, peut-être qu'ils pourraient le dire plus souvent, etc. Mais quand même, les gens sont conscients de leurs responsabilités, mais vous êtes aussi dans un secteur qui a une action autonome.
et qui, c'est tout à votre honneur, n'a pas besoin de l'État pour vendre. Donc l'action d'accompagnement de l'État est moins importante dans votre secteur, vu vos clients, que dans d'autres domaines où là, il faut effectivement aller dans l'Airbus du chef de l'État pour caser sa marchandise. Oui, mais on a quand même besoin d'être reconnus et que, en tout cas, que nos clients sentent que nous sommes effectivement des acteurs économiques reconnus par notre propre gouvernement. Quand l'acheteur du GASC, le premier acheteur ou le deuxième acheteur de blé au monde, il va en Russie, il est accueilli par M. Medvedev. Quand il vient en France, heureusement qu'on a France Export Céréales pour l'accueillir, mais sinon on voit qui? Ça intéresse qui? Et ça le problème. Je veux dire, M. Fabius est allé en Algérie la semaine dernière. Bon, je veux dire, il a fallu faire un forcing pas possible pour avoir un céréalier avec lui. Alors que l'Algérie, c'est le premier client de la France. Alors qu'attendez-vous de la diplomatie économique, Jean-Philippe Eberling, dans un monde rêvé? Non, mais dans un monde rêvé, c'est qu'effectivement, on vende au quotidien le fait, enfin, à nos acheteurs dans les pays de destination, que l'origine française a tel et tel atout, parce qu'on a plein d'atouts. Et franchement, effectivement, 90 ans, c'est peut-être un peu vieux, mais il y a un truc qui est super, c'est que c'est encore en pleine forme. On a plein d'atouts. Et ça, effectivement, il faut le vendre à destination. Parce que quand c'est dans la tête de tout le monde, c'est positif pour tout le monde, c'est positif pour toute la filière. Youssef Ben Osman, vous pouvez peut-être réagir. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, la France, les pouvoirs publics français ne sont pas suffisamment vendeurs de leurs céréales à l'export? Moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe, on ne les voit pas. Vous ne les voyez pas? Non, on n'a pas besoin non plus. Franchement, je trouve que en France, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui n'existe nulle part au monde, c'est le système coopératif. C'est ce qui fait la force de l'agriculture française. Et donc ça, c'est la réalité. Et donc, nos contacts, c'est d'abord les sociétés d'exportation qui sont affiliées à des coopératives. Et puis France Export Céréales. Donc je dirais, c'est vrai que l'État, on n'a pas besoin d'eux. Et moi, personnellement, je les vois mieux c'est, que ce soit les nôtres comme le vôtre. Alain Le Floch, vous pouvez peut-être réagir là. Non, je pense que c'est juste qu'il faut garder en tête ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le monde va continuer de croître, la richesse mondiale va continuer de croître, la population va continuer de croître. Il faut avoir en tête les endroits du monde où cela se produit. Et la question, ou les deux questions auxquelles on doit répondre, c'est la compétitivité immédiate, mais aussi c'est la compétitivité à moyen terme. L'agriculture, c'est du long terme, c'est pas du court terme. On parlait d'Airbus, qui sont des projets, je comprends très bien, des fabrications à la pièce, mais on peut dire également que l'agriculture, c'est une industrie extrêmement saisonnière. C'est une récolte par an, et c'est la vente 365 jours par an. Mais on récolte une journée dans l'année. Et donc cette vision du long terme, je crois qu'on doit se la poser au niveau d'un État et pas uniquement au niveau des entreprises. Les entreprises prennent leur destin en main, nous investissons en Asie, nous investissons en Afrique, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une forme de vision nationale et reconnaître que demain les marchés ils sont en Asie, ils sont en Afrique. Il y aura toujours un marché domestique, mais autant que je sache, il ne va pas grossir. Il ne va pas grossir. Et donc si les contraintes sur les productions, sur l'exportation, sur la logistique, pèsent de plus en plus, on peut imaginer un scénario, je ne suis pas qualifié pour décrire ce scénario, mais on peut imaginer un scénario où dans le temps, notre force agricole perd du PEPS, perd de la compétitivité, au profit d'autres bassins. C'est toujours cette notion relative dans nos métiers. C'est toujours très relatif, ces métiers de commodité, ces métiers d'exportation. Et il y a des bassins qui sont extrêmement actifs. Il faut aller voir ce qui se passe en Amérique du Sud, il faut aller voir ce qui se passe dans d'autres régions du monde, extrêmement actifs, tant sur la logistique que sur la production agricole. Et donc on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, il y a un point de rupture et que des exportations naturelles au départ de la France disparaissent. Et là, pour les remplacer, il faudra plus d'une saison, plus d'une récolte. Et je pense que ce jour-là, on sera dans une misère profonde. Voilà. Quelles sont les réglementations que vous remettez véritablement en cours? Moi, je ne remets rien en cause. Je dis simplement que c'est un message de vigilance. Je pense que les agriculteurs français ont pleinement conscience, et je vois dans notre coopérative, ils sont même extrêmement moteurs. Ils challengent énormément la coopérative et très positivement pour qu'on leur apporte de nouvelles solutions de culture. Des solutions qui consomment moins de chimie et qui consomment moins d'énergie. Moins de chimie pour l'environnement, moins d'énergie pour leurs revenus. Donc ça fait appel à des innovations, ça fait appel à des remises en cause dans la façon de travailler.
Simplement, je crois qu'il faut leur laisser le temps de s'adapter. C'est-à-dire, le fait de s'adapter, ils en ont clairement très envie. Mais simplement, il faut que ceux-ci s'inscrivent à l'échelle de temps qu'est l'agriculture. La réglementation pour le lendemain qui est chassée par une autre réglementation pour le lendemain, ça ne correspond pas à une industrie de long terme. Alors je n'ai pas la solution complète, mais dit autrement, il faut inscrire ce raisonnement dans ce qu'est le métier, ce qu'est l'industrie, ce qu'est le secteur économique. Comme on réfléchit sur un Airbus, on ne réfléchit pas à court terme, on réfléchit sur du moyen terme. Les réglementations sont adaptées à cela. On ne change pas une réglementation sur un Airbus, sauf s'il y a un crash terrible, mais on inscrit ces changements de réglementation dans le temps. Eh bien, je pense que pour l'agriculture, c'est exactement la même chose, peut-être même encore plus. Donc moi, ce que je demande, mais on s'en occupe nous aussi, ce que je demande, c'est que soit reconnu le cycle naturel de l'agriculture dans le cycle des réglementations. C'est peut-être un peu ambitieux, peut-être un peu vaste, mais ça me paraît assez fondamental quand même. Pascal Boniface, vous croyez que Laurent Fabius va relever ce défi ? Écoutez, il faut lui poser des questions à lui, mais je crois très franchement que la diplomatie française... Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de lien très étroit, habituel, entre le Quai d'Orsay et le milieu agricole. C'est des mondes qui ne se fréquentent pas beaucoup. Mais là aussi, le Quai d'Orsay est en train de changer. Et je crois que l'image un petit peu dépassée de la réception, les rochers Ferrero, etc., c'est plus... Les ambassadeurs, quand même, ils vont au contact, ils vont sur le terrain, ils mouillent le maillot, si j'ose dire, pour reprendre une expression de l'époque, pour vendre le produit France. Et dans ce produit France, bien sûr, la part agricole est assez importante. Et donc, je pense qu'on est passé effectivement de diplomates qui se concentraient sur les relations politiques, et je dirais sur les relations politiques avec les gouvernements, à des diplomates qui sont plus en phase avec la société civile et également avec l'aspect économique de leur mission, tout simplement parce qu'ils ont des instructions très précises sur ce plan-là et qu'ils ont intérêt à les suivre. Et je pense, excusez-moi, que vis-à-vis de nos clients, de proximité. C'est que notre marché, c'est l'Afrique au sens large du terme. Vis-à-vis de ces destinations, on a un devoir moral de produire. Et ça, je pense que c'est très important. Face aux défis alimentaires. Face aux défis alimentaires, c'est une région qui est encore certainement pour longtemps excessivement déficitaire. Et nous avons les moyens pédoclimatiques, on l'a dit, en France pour produire. Je veux dire, ça serait injuste que de ne pas tout mettre en œuvre pour pouvoir produire. Alors, produire plus, certes produire mieux, mais produire plus pour pouvoir effectivement permettre de fournir un marché à destination qui est en attente. Mais d'ailleurs, on ne parle plus de quotas dans les débats. Auparavant, il y a une dizaine d'années, il y avait encore des débats, est-ce qu'il faut fixer des plafonds ou pas? Ça, c'est un débat qui est dépassé parce que le marché est tiré par l'exportation, bien sûr. Oui, mais par contre, il y a tout un tas de réglementations, comme disait M. Vlog, qui viennent quand même un petit peu contraindre la production. Laquelle, par exemple? Les différents plans sur les limitations, effectivement, d'intrants et qui sont effectivement sur lesquels il faut être vigilant. Parce que je pense qu'ici, tout le monde le sait. Vous aviez un pays, il y a quelques années, comme le Danemark, qui est un exportateur de blé tendre meunier de qualité, et à coup de réglementation excessive sur les réglementations sur les intrants, la qualité de leur blé en termes de protéines est passée à 9,5-10 de protéines. Aujourd'hui, ils ne sont plus exportateurs, ils sont même obligés d'importer pour leur propre utilisation. Donc attention, c'est ce que vous dites. Youssef Ben Osmane, est-ce qu'il faudrait qu'en France, on produise du blé à plus fort taux protéique, puisque manifestement le Maroc en redemande? Je dirais oui et non. Oui, parce que bien sûr, des blés fortes protéines, c'est toujours mieux qu'un blé faible protéine, mais ça dépend aussi de la qualité de la protéine, ça dépend aussi de la demande en protéines. On n'a pas besoin, je le dis, je répète encore, pour faire du pain à la marocaine, on n'a pas besoin de blé à 13% de protéines. Un blé à 11,5, 12, et une bonne protéine, parce que bon, la protéine en elle-même ne veut rien dire, ça dépend aussi de la qualité de la protéine. Donc, oui et non. Oui et non. Vous voulez réagir là-dessus, Jean-Philippe Everlin, peut-être? Non, Alain Le Floch, décidément. Moi, je suis d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Je pense que plus de protéines, oui, c'est nécessaire. Encore faut-il que ce soit les bonnes protéines, tant dans les produits exportés que dans les produits produits localement et transformés localement. Parce que les industriels qui sont dans la salle le savent que, en fonction du blé ou de l'orge que l'on reçoit, et entre autres de sa teneur en protéines, du type de protéines inclus dans le grain,
on ne va pas obtenir les mêmes rendements industriels. Et je crois que vous avez dit, dans des industries de faible marge, la notion de rendement industriel est absolument fondamentale pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est l'intérêt de l'industriel, tout comme l'intérêt du producteur, d'avoir ce bon équilibre au niveau de la bonne protéine, du bon nombre de protéines. Mais c'est vrai des protéines comme c'est vrai d'autres caractéristiques du grain. Et pour moi, ça milite beaucoup sur le renforcement des filières. C'est-à-dire, une filière, ce n'est pas que des tonnes, ce n'est pas que du push. C'est également, pour le producteur agricole, l'agriculteur, le paysan, mettre dans son grain ce qui va convenir pour bien le commercialiser et bien le transformer. Et c'est l'avantage également du système coopératif, c'est-à-dire étant nous très engagés dans la transformation, on a ce dialogue en permanence entre le besoin et la production, de façon, dans les limites de ce que la nature nous autorise à faire, essayer de trouver cette bonne adaptation. Merci à tous les quatre. On a bien compris, le blé est un atout stratégique pour la France. Merci Alain Le Floch, merci Pascal Boniface, merci Youssef Ben Osman et Jean-Philippe Everling.